Donc dans le paragraphe précédent, nous avons défini la notion de dimension finie, mais sans encore définir ce que c'est la dimension. Donc dans ce paragraphe, on va définir la dimension et expliquer comment la calculer. Donc il y a un seul théorème dans ce paragraphe qui est fondamental, c'est le théorème 6. Alors il dit que si on a E un espace de dimension finie, alors toutes ces bases ont le même nombre d'éléments. Donc comme on l'a déjà dit avant, on voit que ce qui va nous intéresser dans les familles de vecteurs, c'est le nombre de vecteurs qui les composent. Donc démontrons ce théorème. Donc pour cela, on se donne deux familles de vecteurs qu'on appelle B1 et B2, qui sont des bases de E. On va appeler N1 l'antinaturel qui est égal au nombre d'éléments de B1, et N2 l'antinaturel qui est égal au nombre d'éléments de B2. Et donc le but de la démonstration, c'est de montrer que N1 est égal à N2. Alors par l'absurde, on va supposer que N2 est strictement plus grand que N1. Donc là, on va utiliser le théorème 4. Alors, on a supposé que E est engendré par la famille B1, puisque c'est une base. Donc, E est engendré par N1 vecteurs. Alors, d'après le théorème 4, toute famille de N1 plus 1 vecteurs est liée. Or, la famille B2 a N2 vecteurs, et N2 est supérieur ou égal à N1 plus 1. Et enfin, on sait que toute surfamille d'une famille liée est liée. Donc forcément, la famille B2 est liée. Et alors c'est absurde, puisqu'on a supposé que c'était une base, donc une famille libre. Donc ce qui est absurde, c'est que N2 est strictement plus grand que N1. Donc on peut en conclure que N2 est inférieur ou égal à N1. Et bien sûr, par symétrie des hypothèses, on a de même que N2 est supérieur ou égal à N1. Donc on a bien montré que N1 égale N2. Fin de la démonstration. Donc ce théorème permet de définir la notion de dimension. C'est la définition 7. Donc si E est un espace vectoriel de dimension finie, on va appeler dimension de E le nombre d'éléments de ses bases. Donc c'est bien défini puisqu'on vient d'expliquer au-dessus que toutes les bases de E ont toutes le même nombre de vecteurs. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette dimension? Alors déjà c'est un nombre de vecteurs, donc c'est un nombre entier positif, un nombre entier naturel. Comment on calcule la dimension? Eh bien il suffit de trouver une base de E et de compter ses vecteurs. Et alors on peut prendre n'importe laquelle, donc on prend une base, puisqu'on a montré que le nombre de vecteurs va être le même pour toutes les bases. Donc je répète, calculer la dimension de E, c'est trouver une base et compter le nombre de vecteurs. Alors, la notation elle est là, la dimension de E, on note comme ça dim de E. Donc entre parenthèses, c'est un espace vectoriel. Alors, est-ce que la dimension peut être égale à 0? Ça veut dire que les bases de E n'ont aucun élément. Donc les bases, il n'y en a qu'une, c'est la famille vide. Et on a vu que l'espace engendré par la famille vide, ça donne l'espace réduit à 0. Donc en gros, le seul cas où la dimension est nulle, c'est quand E n'est composé que du vecteur nul. Donc par contraposé, si E n'est pas un espace vectoriel qui contient que le vecteur nul, ce qui serait le cas la plupart du temps, la dimension de E, c'est donc un entier naturel supérieur ou égal à 1. Alors ensuite, nous allons voir une série d'exemples. Alors, premier exemple, on va regarder quels sont les sous-espaces vectoriels de E qui sont de dimension 1. Alors, dire que F est de dimension 1, ça veut dire que toutes les bases de F ont un seul élément. Donc, F est engendré par un seul vecteur, qui est non nul parce qu'il doit être libre. C'est ce qu'on a appelé une droite vectorielle. Donc, les espaces de dimension 1 sont des droites vectorielles. Regardons maintenant quels sont les sous-espaces vectoriels de E qui sont de dimension 2. Alors, si F est de dimension 2, c'est que toutes ces bases ont deux éléments. Donc, F est engendré par deux vecteurs non collinaires puisqu'ils sont libres. Alors ça, on a appelé ça un plan vectoriel. Donc, on vient de voir que les espaces de dimension 2 sont les plans vectoriels. Ensuite, les espaces vectoriels usuels. Donc, dans K puissance n, on a défini
une base particulière qu'on a appelée la base canonique. Les vecteurs E1, En, donc cette base a n éléments. Donc c'est vrai pour toutes les autres bases, d'après le théorème 6. Et on en déduit donc que la dimension de k puissance n, c'est n. Donc c'est assez simple à retenir. Donc par exemple, la dimension de R, c'est 1, la dimension de R carré, le plan, c'est 2, et la dimension de R cube, c'est bien 3. Donc c'est ce qu'on avait deviné intuitivement. Alors ensuite, l'espace kn crochet x des polynômes de degré plus petit que n. On a défini une base particulière qui était la base canonique, c'est la famille 1, x, x carré jusqu'à x puissance n. Donc cette famille a n plus 1 éléments, et on en déduit que la dimension de kn crochet x, c'est n plus 1. Donc là, il y a un piège pas très compliqué, mais il faut faire attention. La dimension de kn crochet x, c'est pas n, c'est n plus 1. Il faut essayer de ne pas oublier le plus 1. C'est pas pareil. Troisième espace vectoriel usuel, c'est l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes. Donc là aussi, on a défini la base canonique. C'était des matrices élémentaires. Et donc, des matrices élémentaires, il y en avait n fois p. Donc la dimension de l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes, c'est n fois p. Et donc la dimension de l'ensemble des matrices carrées d'ordre n, c'est n fois n, donc c'est n au carré. Là, sixième exemple, l'ensemble des nombres complexes. Alors l'ensemble des nombres complexes, on peut dire que c'est k puissance n, avec k qui vaut c et n qui vaut 1. Et k puissance n est un KEV. Donc quand on fait ces considérations, on considère que l'ensemble des complexes est un C espace vectoriel. Et donc la dimension de C comme C espace vectoriel, c'est égal à 1, puisque c'est k puissance n avec n égale 1. Alors c'est un peu surprenant, parce qu'on a l'habitude de représenter l'ensemble des complexes par un plan. Donc on va expliquer ce phénomène. Alors là on trouve 1, parce qu'on a supposé que C est un C espace vectoriel. Mais là ensuite on a vu qu'un C espace vectoriel peut être vu comme un R espace vectoriel, puisque si on sait multiplier les vecteurs par des nombres complexes, on sait bien sûr les multiplier par des nombres réels. Alors qu'est-ce que ça change? Un nombre complexe Z, il s'écrit toujours A plus IB, où A et B sont deux réels. Donc ça veut dire qu'en tant que R espace vectoriel, C est engendré par la famille 1i. Donc là, le R en dessous est pour rappeler qu'on multiplie les vecteurs par des réels. Alors, ces deux vecteurs 1 et i, ils ne sont pas R proportionnels, c'est-à-dire qu'en multipliant 1 par un réel, on ne trouvera jamais i. Donc c'est une famille qui est libre dans un R espace vectoriel. Et comme elle est génératrice, c'est ce qu'on appelle une R base de C. Donc le R est toujours pour rappeler que c'est un espace vectoriel réel. Donc là, on trouve que la dimension de C comme espace vectoriel réel est bien égal à 2. Donc on retrouve l'idée que C peut être représenté par un plan. Alors, septième exemple, l'ensemble des suites géométriques d'ordre 2. Puisque E, c'est l'ensemble des suites réelles UN, telles que pour tout n, UN plus 1 égale 2UN. Donc on a vu que cet ensemble est engendré par une seule suite, la suite géométrique des 2 puissance n. Donc E est une droite vectorielle, et donc la dimension de E, c'est 1. Ensuite, si on fixe deux réels A et B, et qu'on appelle E l'ensemble des suites complexes UN, telles que pour tout n, UN plus 2 égale A UN plus 1 plus B UN. Donc ça, on a appelé ça une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Donc on a appris à calculer UN. Donc pour ça, on résout l'équation caractéristique, on note delta son discriminant. S'il est non nul, l'équation a deux racines complexes distinctes, qu'on appelle R1 et R2. Et leur UN, ça s'écrit une constante fois R1 puissance n, plus une constante fois R2 puissance n. Donc en langage d'espace vectoriel, on peut dire que E est l'espace engendré par les suites géométriques R1 puissance n et R2 puissance n. Alors ces deux suites sont évidemment non collinéaires, donc forment une famille libre, et génératrice de E, donc une base de E. Et donc la dimension de E, c'est le nombre de vecteurs de cette base, donc c'est égal à 2.
Alors si delta égale 0, cette fois on a une seule racine complexe R. Les suites sont combinaison de R puissance n et de n R puissance n, donc E est engendré par ces deux suites. Donc de même, elles sont non collinaires, donc elles forment une base, et donc la dimension de E c'est 2. Donc on vient de montrer que l'ensemble des suites qui vérifient une relation de récurrence linéaire d'ordre 2, alors il y a encore comme inconnu les deux premiers termes, c'est un plan vectoriel, c'est quelque chose de dimension 2. Alors voyons la même chose avec des fonctions. E c'est l'ensemble des fonctions y qui sont deux fois dérivables et qui vérifient cette équation différentielle. Et fonctions à valeur complexe. Donc là aussi on a vu dans le chapitre sur les équadifs que si le discriminant de l'équation caractéristique est non nul, les solutions sont de la forme lambda exponentielle R1 de t plus mu exponentielle R2 de t, c'est-à-dire que E est engendré par deux fonctions exponentielles. Si delta égale 0, les solutions sont de la forme lambda exponentielle RT plus mu fois t exponentielle RT. Donc là encore, l'ensemble E est engendré par ces deux fonctions, une fonction exponentielle et t fois une exponentielle. Alors à chaque fois, les deux fonctions sont non proportionnelles, donc elles forment une famille libre. Donc on a une base de E, et donc dans les deux cas, on trouve que la dimension de E, c'est 2. Donc pour les équations différentielles linéaires d'ordre 2, si on ne donne pas de condition initiale, on trouve un espace de dimension 2. C'est tout pour ce paragraphe.